Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Chloé Brio. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois à l'occasion des représentations de la Péricole d'Offenbach qui seront données du 13 au 27 novembre prochain au Théâtre des Champs-Élysées. Alors, je vous demandais hors micro si c'était une prise de rôle que cet itinéraire de la Péricole. Et vous m'avez dit que non, c'était votre premier opéra. Oui, c'est mon tout premier contrat en tant que jeune chanteuse que je faisais à l'Opéra de Metz. Et je faisais pas le même rôle. Je faisais une des cousines, mais je faisais la deuxième. Et cette fois, je fais la première. Je monte en grade, finalement. Et là, vous interprétez deux rôles. Enfin, c'est souvent distribué de cette manière dans la Péricole, puisque les deux rôles, bien sûr, ne sont pas au même moment. Donc, une des cousines et une des quatre dames. On vous suit partout dans toute cet opéra bouffe. Alors, bien sûr, bon, Offenbach, c'est toujours un bonheur à écouter, mais ça a l'air très difficile à chanter. C'est difficile à chanter parce que ça va très vite et puis il ne faut pas le chanter rigolo. Il ne faut pas non plus le jouer rigolo. En fait, c'est assez difficile de jouer de l'humour et le chanter rigolo, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ça demande une partition aussi un peu technique parce que Offenbach aimait bien nous embêter avec des notes assez aiguës et assez rapides. Mais effectivement, c'est un exercice pas facile, mais très amusant. Vous êtes sur le fil comme un acteur qui joue du fado. En fait, il ne faut pas du tout accentuer. Exactement. Il faut être dans l'extrême précision, ce que fait très bien Laurent Pelli. C'est vraiment sa marque de fabrique. Donc, il faut ne pas trop en faire, ne pas en rajouter et connaître parfaitement sa partition musicale, mais aussi scénique. Alors, la Péricole, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est d'après Mérimée. C'est un livret de Meilhac et Halévy, et ça n'est pas Carmen, et pourtant ce sont les mêmes finalement qui sont à l'origine de ce projet. Et là, il faut dire que le triomphe de cette Péricole, c'est aussi dû à la conjonction de ces génies, c'est-à-dire Meilhac et Halévy avec Offenbach. Vous, Offenbach, c'est un univers que vous connaissez déjà. Vous avez chanté Le Roi Carotte, donc c'était mise en scène de Laurent Pelli aussi. Exact, oui. Donc, alors lui, son nom est tellement attaché à la mise en scène d'opéra de manière générale, mais je crois que c'est son 14e opéra Offenbach. C'est vrai que même quand on a fait Le Roi Carotte et aussi là sur la Péricole, c'est pas rigolo cette histoire. En fait, le sujet est quand même vraiment assez terrible. On parle beaucoup d'alcoolisme, c'est quand même une femme qui se prostitue pour obtenir un peu de bouffe, quoi. Donc c'est quand même elle n'a pas d'argent avec son amant Péquillot. Donc c'est dramatique quand même comme situation. Et dans Le Roi Carotte, c'était assez, ça faisait peur aussi. Enfin, les légumes qui d'un coup sortaient de l'enfer pour terroriser la population. Il y a quand même toujours cette histoire de dictateur finalement dans ces opérettes-là. Oui, c'est la fin du Second Empire quand même, c'est exactement. 1868. Et on sent vraiment que l'histoire était imprégnée de tout ça. Et dans les divertissements, il y avait aussi évidemment les parodies de ces gens qui ont terrorisé. Donc oui, on fait des choses drôles, mais le fond est quand même assez dramatique. Mais alors comment ça se passe? Parce que Le Roi Carotte, c'est formidable, mais c'est beaucoup moins connu que la Péricole. Est-ce que justement pour le metteur en scène, c'est peut-être pas encore plus difficile de mettre en scène une œuvre qui a déjà été vue, beaucoup entendue? Moi, je fais le parallèle avec les chanteurs qui doivent faire des rôles qui sont très connus. Moi, je préfère faire des créations. Parce que je me sens plus libre et moi, en comparaison, j'ai moins envie d'aller voir ce qui se passe. Et je pense que pour un metteur en scène, moi, si je me projette dans la mise en scène, je préférerais faire quelque chose qui vraiment n'est pas connu pour présenter quelque chose de très neuf. Je pense que ce n'est pas évident de s'attaquer à un monstre sacré comme la Péricole que beaucoup ont mis en scène. Après, on verra quand je ferai de la mise en scène, peut-être. Ah, ça, c'est intéressant quand les chanteurs passent à la mise en scène. C'est comme quand les comédiens passent aussi à la mise en scène. Ils ont un regard très différent, Chloé Brio. En attendant, le Théâtre des Champs-Élysées, c'est un lieu que vous connaissez. On vous a vu l'année dernière interpréter Ignol dans Péléas et Mélisande, avec aussi un formidable metteur en scène qui est Éric Ruff. Donc, franchement, vous avez affaire souvent à des grands de la mise en scène. C'est pour mon plus grand bonheur. En fait, si on peut choisir les gens avec qui on travaille, évidemment qu'on est ravis de travailler avec des metteurs en scène de théâtre, des gens qui sont très attachés à la direction d'acteurs, qui
qui font très attention à l'histoire qu'on raconte et pas juste de la mise en place, parce que c'est pas intéressant, puis c'est plus d'actualité. Maintenant, on fait plus comme ça. Et je pense que, enfin, je parle au nom de tous mes collègues, mais on est ravis de pouvoir faire ce genre de travail extrêmement précis de direction d'acteurs. Enfin, moi, c'est pour ça que je suis sur scène, c'est pour interpréter, pas que pour chanter. Enfin, sinon c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Justement, quand on parle de chant, vous chantez de la mélodie aussi Oui. Oui, je le fais. Moi, je vous ai surtout vu à l'opéra. C'est vrai. Alors, c'est un exercice qui est difficile, l'exercice de récital, de concert. Je trouve que c'est très, très compliqué, justement parce qu'on est un petit peu à poil, pardonnez-moi, mais c'est vrai que la mélodie, c'est aussi un exercice extrêmement compliqué. Et moi, j'adore 3 minutes, vous devez planter un décor vous-même sans l'aide d'un metteur en scène. Oui, c'est ça. Alors parfois, on se fait notre petite mise en scène, évidemment, mais c'est vrai que l'attachement que j'ai à l'opéra, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est l'excitation de pouvoir interpréter un personnage, de l'amener d'un point A à un point B, d'avoir vraiment son fil rouge, son chemin. Je trouve ça génial. Ouais, là, en plus, vous en interprétez 2. Donc, c'est quoi, 2 costumes? Vous avez même dit 3, je crois. Oui, on va voir. Ça va être assez sport, les changements. On a 2 costumes qui sont extrêmement différents. Oui, sinon, le public comprend rien. Voilà, il va arriver exactement. la même chanteuse. Donc, il va y avoir des perruques, des faux ongles, des grandes robes. Enfin, je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça. Mais évidemment, comme d'habitude, Laurent Pelli a inventé des costumes délirants, grotesques. Assez incroyable. Parce que lui, il ne se contente pas, entre guillemets, de la mise en scène, il fait aussi les décors et il s'occupe aussi des costumes. Oui, c'est un génie créatif. Il s'occupe des costumes, il est très, très, très... le décor aussi, hein, il travaille beaucoup avec Chantal Thomas, mais il est toujours très attentif dans les essayages parce qu'on sent vraiment, quand il nous regarde, qu'il projette tout ce qu'il avait dans sa tête, qui se réalise vraiment devant ses yeux, et il est super attentif à chaque détail, ce qui est très agréable. Chloé Briot, juste une parenthèse, justement, on parlait d'Ignol dans Péléas et Mélisande. Moi, je regardais un peu votre itinéraire. Vous avez chanté chez Rubin, vous avez chanté Ignol, vous avez chanté L'Enfant et les Sortilèges aussi, avec une magnifique distribution. Il y a quand même un trait commun avec l'enfance dans tous ces rôles. Je trouve ça très, très intéressant d'interpréter des enfants. C'est pas évident parce que c'est assez loin. Disons, on essaie de se détacher quand on devient adulte de l'enfant qu'on était, en tout cas, voilà. Et à l'opéra, les enfants sont souvent maltraités. Ils sont souvent un peu bousculés. Voilà, on apprend dans le dur, quoi. Et du coup, interpréter des enfants, c'est assez... Ça chamboule beaucoup de faire ça, mais c'est aussi très intéressant. Bon, après, c'est aussi parce que je suis 1m55, hein, on va pas se mentir, que c'est sûr que bon, j'ai la taille idéale pour interpréter des enfants. Enfin, vous parlez d'enfants bousculés dans Péléas et Mélisande. Ignol, il est bien bousculé par Golo. Ouais. C'est assez violent. Oui, il y a beaucoup de violence, et c'est ça qui est compliqué aussi à interpréter, les scènes de violence, les scènes de maltraitance, la brutalité psychologique aussi, c'est tout un parcours pour l'interpréter. Et c'est pareil, c'est comme l'humour, il ne faut pas en faire des caisses, ça ne sert à rien, c'est pas crédible. Et ça pousse parfois dans des questionnements assez profonds. Et puis alors, bon, je ne veux pas parler de l'enfance tout le temps, mais je trouve ça magnifique comme sujet, ce qui a trait à vos rôles. Et je pense à L'Enfant et les Sortilèges, un autre immense chef-d'œuvre où on vous laisse le dernier mot, qui est quand même maman et qui est quand même bouleversant. Ça aussi, c'est une œuvre phare pour vous. Oui, je pense que c'est l'œuvre que j'ai le plus interprétée. Je pense que j'en suis à 75 fois, donc c'est... Et puis avec des grands en général. Oui. Bah, c'est ça qui m'a permis, en tout cas dans mon début de parcours et ensuite dans la suite de mon parcours, de rencontrer de très grands chefs d'orchestre, de très grands interprètes. Et alors là, on est à l'école et on regarde et on apprend beaucoup. Et alors, 75 fois, alors ça, je ne m'attendais pas à ça, quand vous me cueillez à froid. Et donc, avec un nombre de chefs incroyable. Je l'ai fait beaucoup avec Salonen, en tournée. Vous l'avez fait à Chicago? J'ai fait à Chicago, je l'ai fait à Los Angeles. Il y a pire, je l'ai fait à Londres. Non, il y a de très belles destinations. Et puis, on l'a fait beaucoup avec l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence, parce qu'on a fait une grande tournée. Alors, les dates, je vais être très mauvaise. Mais on va se contenter des dates de la Péricole. Et on l'a fait aussi au Maroc. Donc, c'était assez chouette comme... Et puis il y a cet enregistrement avec Miko Franck aussi, donc des chefs vraiment très très différents. Et ça c'est passionnant aussi d'avoir des regards comme ça de grands chefs. On peut vraiment avoir l'impression que l'œuvre est différente en fonction du chef qui la dirige. Surtout ces chefs-là qui ont une vraie empreinte, qui savent exactement où ils veulent aller, et qui ne se contentent pas, disons, de lire la partition. Ils ont une vraie recherche
c'est un partage entre les interprètes, le chef, de ce qu'on va en faire, et c'est assez génial. C'est une œuvre inépuisable Exact. aussi. Et alors, on parle de distribution, ça va vous êtes pas mal entouré, là, C'est pas mal. du 13 au 27 novembre au Théâtre des Champs-Élysées. Alors, il y a Marina Viotti, et en alternance avec Antoinette Denfeld pour la Péricole, Stanislas de Barberac, Piquillot, lui, c'est un habitué aussi d'Offenbach, Laurent Naouri, alors lui, grand habitué, et puis on l'a vu maintes fois dans des mises en scène de Laurent Pelli aussi avec Minkowski, on va parler de Minkowski, Alexandre Duhamel, donc, en alternance pour ce fameux vice-roi péruvien dictateur. Et puis Rodolphe Briand, Lionel Lhôte, Alice Le Sceau, Éléonore Pancrazi et Nathalie Pérez. Alors justement, je vous demandais, parce qu'il y a une alternance, puisque en fait c'est des dates quotidiennes, quasiment pour ces représentations, donc ça amène les rôles principaux à chanter en alternance. Et alors, comment ça se passe justement, les mises en scène avec des gens qui sont en alternance Eh bien, nous, on travaille 2 fois. On travaille 2 fois. On essaye, en tout cas, enfin, je dis on, c'est Laurent qui dirige ça, Pelli, mais on travaille autant avec le cast A et B, qu'on appelle ça. Évidemment, il n'y a pas de première et deuxième distribution. Donc, on fait tout 2 fois. Alors après, évidemment, tout le monde est présent en répétition. Mais c'est vrai que pour nous, c'est pas plus mal parce que ça nous permet de vraiment ancrer, exactement, ancrer les choses. Parce qu'il y a sacrément à faire sur scène, mais effectivement, on travaille 2 fois. Non, mais ce qu'il y a de drôle, entre guillemets, c'est que des gens comme Laurent Naouri et Alexandre Duhamel sont des générations différentes et puis des chanteurs très différents. Oui, tout à fait. Donc, il faut voir les choses 2 fois, nous, spectateurs. Oui, c'est ça. Oui, il faut vraiment voir 2 fois parce que c'est même pour nous qui sommes évidemment en réaction avec les rôles principaux, ça change aussi. On n'a pas le même rapport, on n'a pas les mêmes réactions. On essaye quand même d'avoir le même cadre, évidemment. Ce serait quand même trop compliqué sinon. Mais je pense que ça peut être très intéressant de voir les 2 distributions. Alors, Chloé Briot, vous disiez quelque chose que j'ignorais, à savoir que la Péricole, c'était le premier opéra que vous avez chanté. Donc, moi, je vous connaissais dans Le Roi Carotte. Et là, vous vous retrouvez quand même avec des Offenbachiens historique, entre guillemets, entre Marc Minkowski, qui a enregistré cet opéra, et puis Laurent Pelli, donc des gens qui sont des habitués de ce répertoire. Là, je vous interview, on est à la mi-octobre, donc là, vous en êtes avec les répétitions piano, ou il n'y a pas encore... Non, on n'est pas encore, les artistes du chœur ne sont pas encore arrivés, donc on règle tout, finale de l'acte 1, de l'acte 2, avec juste, pour l'instant, les solistes, le piano. Et puis Marc Minkowski est là évidemment et Laurent Pelli aussi. Enfin voilà, on est en effectif réduit mais on travaille bien fort. Et alors pour parler cuisine, pour nous qui ne connaissons pas justement le travail d'un chanteur ou d'une chanteuse d'opéra, comment ça se passe? On vous dit, je sais pas, il y a 2 ans, on vous a dit que vous alliez chanter dans la Péricole. Même plus avec le Covid, ça a été un peu bon. Voilà. Oui, il y a tout qui a été bouleversé. Mais en temps normal, on vous dit 2 ans avant, vous allez chanter dans la Péricole au Théâtre des Champs-Élysées en novembre 2022. Et comment ça se passe à ce moment-là? C'est quoi le temps? Comment ça va se dérouler au niveau du travail? Puisque ça, il y a quoi? Il y a des temps que vous vous donnez pour apprendre le rôle? Je dirais que ça dépend de chaque chanteur. Moi, je suis pas très bonne élève, donc on va pas. Je veux pas vous non plus. Non, mais il y a pas de problème. Hein, j'assume complètement le fait que je sois. Le principal pour nous, c'est le résultat. Oui, voilà, c'est ça. On va dire qu'on va cacher un peu ça, mais non, c'est vrai que ça dépend. Il y a des chanteurs qui aiment bien travailler très en avance parce que ça les stresse un peu d'arriver. Et puis il y en a qui préfèrent travailler pendant une autre production le rôle qui va suivre. Ah oui. Voilà, comme ça ils sont un peu dans le mouvement du travail et puis quand ils sont à la maison avec leur famille, c'est repos, chute et puis voilà. Alors moi ça dépend. Comment dire pour ce qui est d'Offenbach... Ça dépend de l'ampleur du rôle aussi. Oui, voilà, exactement. Après, là, il y a quand même tout... disons que les cousines, elles n'ont pas grand-chose à faire en solo, mais elles ont quand même beaucoup d'ensemble. On les voit dès le début. Oui, complètement. Elles ont beaucoup de choses à faire sur scène. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à travailler seul chez soi, sans le metteur en scène, évidemment. Pour le par cœur, ça vient en le faisant. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais vraiment réussi à apprendre des chœurs par cœur. C'est le cas de le dire, toute seule chez moi. Donc voilà comment je travaille. Mais vous travaillez au piano également, chez vous, vous avez un piano? Non, je suis vraiment une très mauvaise élève. Ah non, mais mais je travaille sur table, c'est-à-dire que je ne travaille pas, je ne chante pas. Oui. Et disons qu'il y a des chanteurs qui se mettent les rôles dans la voix, c'est pas mon cas. Je travaille sur table, je travaille la partition dans ma tête, et tout ça se fait. Voilà, dans ma tête, quoi. Non, mais c'est très intéressant. Mais mes voisins m'adorent, parce qu'ils ne savent pas du tout que je suis chanteuse, quoi, du coup. Mais voilà. Oui.
Et alors après, donc ça commence le 13 novembre. Il y a 2 générales. J'ai pas fait une faute, c'est les générales au sens théâtral. 2 générales, donc le 10 et le 11 novembre, qui précèdent les premières représentations, puisqu'il y a plusieurs rôles-titres enfin des rôles qui sont joués par 2 interprètes différents. Et alors avant, donc là, on est en octobre, on est avec les répétitions au piano. Donc ça commence quoi, à peu près un mois avant Eh bien, on commence le 24 octobre. Excusez-moi, c'est des questions parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'ampleur du travail en amont. Non, alors là, par exemple, le 24 octobre, ça c'est un peu la date, le but qu'on se fixe, c'est la mise en plateau. Et ça, on a assez hâte parce que pour l'instant, on travaille dans une grande salle de répétition qui n'est pas très grande, avec pas les vrais décors. Donc là, on fait un peu avec les moyens du bord. Et 24 octobre, on passe sur le plateau. Et puis ensuite, après, il va y avoir l'orchestre qui va arriver. C'est encore un grand chamboulement. Donc, et ça, je crois que l'orchestre arrive début novembre. On a vraiment très peu de temps avec l'orchestre. Et alors Laurent Pelli et Marc Minkowski, ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. Enfin, il y a une vraie complicité de travail. Oui, Marc Minkowski est très investi aussi dans les propositions scéniques que peut faire Laurent. Donc il y a un vrai travail en duo. Ils s'accordent très bien, c'est-à-dire il n'y a jamais de friction, de mésentente. Ils sont très bien accordés et surtout ils s'amusent tous les deux. Et ça, c'est absolument génial à voir. Et vraiment, je crois que c'est la première répétition où on lit la partition qui s'appelle la musicale. J'observais Marc Minkowski qui s'amusait comme un enfant et je trouvais ça génial de voir ça, parce que nous, ça nous donne énormément d'énergie, énormément de joie de faire ça. Et Laurent, pareil, quand on fait parce qu'on fait souvent des propositions scéniques, parce qu'on s'amuse, on a 4 ans et demi, clairement, d'âge mental sur cette production. On revient toujours à l'enfance. Complètement. On s'amuse vraiment comme des gamins, et quand on fait des propositions, si on fait rire Laurent Pelli, on a tout gagné. Alors, cette opéra bouffe de Offenbach, parce que les gens utilisent à tort souvent le terme d'opérette, enfin pour un peu, non pas que le terme d'opérette soit dévalorisant, mais souvent pas la même, les gens dévalorisent Offenbach. Il y a quand même, alors c'est une œuvre, là vous allez donner, je crois, la version en 3 actes. Il l'avait d'abord créée en 1868 avec 2 actes, et puis ça n'a pas eu le triomphe d'autres œuvres d'Offenbach. Il a remanié, toujours avec ses complices Meilhac et Halévy, et ça a été refait en 1874. Mais il y a une énorme postérité de cette œuvre dans laquelle se sont illustrées les plus grandes chanteuses. On pense à Teresa Berganza, à Régine Crespin, à d'autres. Vous, avant de travailler justement une œuvre comme celle-là, vous avez réécouté les enregistrements ou alors justement vous voulez prendre vos distances avec tout ça? Moi, j'écoute pas trop les enregistrements parce que c'est vrai qu'il y a parfois des choses qui sont assez datées et l'époque a beaucoup changé pour un mieux. Ça ne veut pas dire que c'était pas bien avant, c'est juste que c'est très ancré dans l'époque dans lesquelles ça a été fait. Donc je pense aussi qu'il faudrait demander au Péricole, par exemple, à Antoinette et Marina, mais effectivement, d'écouter comme ça, je trouve ça génial pour l'histoire, pour la culture. Après, pour nous nourrir, nous, de nos interprétations, je ne sais pas si c'est vraiment à propos. C'est bien d'être très cultivé, après, mais je ne sais pas si c'est vraiment utile à des fins personnelles d'écouter pour pouvoir trouver un peu sa propre interprétation. C'est mon avis. Ah non, mais de toute façon, vous êtes là pour vous donner votre avis, voilà. Pas donner celui de quelqu'un d'autre. Non, c'est sûr. Vous aurez interviewé quelqu'un d'autre, voilà. Exactement. Et je suis beaucoup plus intéressé pour écouter vos réponses, Chloé Briot. Pour préparer cet entretien, justement, je réécoutais l'enregistrement de Marc Minkowski de la Péricole. Je me disais, mais c'est quand même, tout est génial dans cette œuvre. Absolument. J'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui fait que Offenbach résiste autant comme ça, parce qu'il y a eu d'autres compositeurs de son époque, comme Lecoq ou d'autres, qui ont aussi fait des œuvres très populaires, mais il y a quelque chose chez Offenbach qui résiste autant. Mais je pense que ce qui est absolument de l'ordre du génie chez Offenbach, c'est le rythme. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit quelque chose qui va faire qu'on s'attendait à ça et finalement, il ne nous fait pas la même chose. Et je crois que c'est ça aussi le rythme est très important dans un opéra bouffe et ça peut vite retomber comme un soufflet, quoi. Donc, il faut vraiment avoir l'œuvre globale. Et je pense aussi pour ça qu'il l'a retravaillé. C'est-à-dire que ça peut vite faire un flop, quoi. Et chez Offenbach, ce qui est génial, c'est que il y a aussi de la mélancolie qui peut s'installer. Il y a, dans l'harmonie, c'est assez riche aussi. C'est pas juste simple et t'as galère de soin, quoi. C'est plus riche que ça. Je pense que c'est ça qui fait que ça résiste autant et que nous, dans notre époque, on peut interpréter ça d'une manière différente qu'il y a 30 ans et que ça fonctionne quand même.
Et alors Laurent Pelli, il trouve encore des idées après 14 Offenbach tout le temps. Je dois dire que oui, oui. Je le regarde beaucoup travailler parce que ça me fascine, cette manière de faire avec... on le voit réfléchir. Moi, je sais pas, moi, je suis toujours en train de le regarder. Il doit trouver ça bizarre. Mais enfin bon... il trouve toujours des idées. Et puis parfois, quand il trouve quelque chose et qu'il pense que c'est trop entendu, trop vu, ou que c'est trop simple, il dit non, on va changer et j'ai une autre idée. Et puis on change. Et puis on est toujours en train de travailler jusqu'à le jour de la première. Donc on peut changer même par exemple des chorégraphies qu'on va pouvoir mettre en place pendant 2 semaines. On peut être sûr que quand on va arriver sur le plateau, il va nous dire j'ai une idée et on va rajouter. C'est ça qui est, c'est par strate, par couche de travail. Donc il a plein d'idées. On parlait du Théâtre des Champs-Élysées, donc c'est pas la première fois que vous y chantez, Chloé Briot. C'est aussi un lieu mythique. Alors c'est pas un lieu prévu pour l'opéra, mais il y a quand même beaucoup d'opéras qui sont donnés. Et pour vous, en tant que chanteur, qui est habitué aussi à des salles spécialement conçues pour l'opéra, c'est une salle difficile ou... Moi, je trouve que c'est une salle très confortable, très belle. Elle est très aérée pour nous. Tout dépend du décor, évidemment, qu'on a derrière. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Il est chargé, ce spectacle, ce théâtre, il est chargé d'histoire. Voilà. Il est riche aussi, et puis c'est une maison qui est très familiale ici, et on le sent, nous, en tant qu'interprètes qui arrivons, parce qu'on n'est pas salariés ici, et on sent cette bienveillance de cette maison. La direction vient toujours nous dire un petit bonjour. Ils viennent très souvent voir les répétitions. Ils sont très contents de nous avoir parce qu'on est une équipe avec Laurent Pelli où on travaille quand même souvent ensemble. Donc on se retrouve et c'est un peu comme une grande famille qui se retrouve. Et ça se sent ici. Et c'est ça qui est agréable. Ils aiment beaucoup faire venir des chanteurs français. Il y a beaucoup de distributions très françaises. Oui, ils sont fidèles aussi, donc c'est chouette. Et on vous y retrouvera en mars, je crois, pour Médée de Charpentier. Alors ça n'a strictement rien à voir. Non, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça va être tout à fait autre chose. C'est une des joies de votre métier, de vous retrouver comme ça dans des programmes totalement différents et des opéras totalement différents. Mais alors, justement, au niveau de votre voix, comment ça se passe? Parce que vous êtes amené à faire des choix. On vous propose tel ou tel opéra. Vous n'y avez pas forcément pensé, puisque votre répertoire va s'orienter en fonction de ce qu'on vous propose, Chloé Briot. Et comment ça se passe? Vous demandez des conseils en disant est-ce que tel répertoire, est-ce que ça va m'aller, ou comment ça se passe? Après, ce sont des choses qu'on peut sentir quand même. Moi, je sais que je suis plus à l'aise dans un certain répertoire, mais je ne veux pas me fermer de porte parce que je trouve ça dommage. Et encore une fois, plus on va faire de choses différentes, plus on va se nourrir, meilleur on sera. C'est mon avis. Oui, évidemment, on prend conseil, mais il y a quand même des choses qui sont quand même innées, qu'on peut sentir. Je sais que je suis beaucoup plus à l'aise dans du répertoire classique moderne que dans du baroque. C'est pas ça que j'ai appris au départ. Et je parlais avec des chanteurs baroques il n'y a pas très longtemps qui m'expliquaient qu'eux, ils ne se sentaient pas vraiment très légitimes d'arriver à l'opéra, ce que je trouve dommage parce que je parlais avec un garçon formidable qui avait une voix incroyable et je lui disais mais je ne te vois jamais à l'opéra, mais qu'est-ce que c'est? Et il me disait mais j'ai commencé par là et donc du coup il est un peu enfermé dans cette case et c'est dommage parce que c'est un garçon qui manque, je trouve, c'est mon avis encore une fois, mais qui manque à l'opéra avec une extrêmement belle voix, mais on le considère pas comme un chanteur d'opéra, on le considère comme un chanteur baroque. Et c'est assez étonnant. Et du coup, à l'inverse, c'est assez difficile en tant que chanteuse d'opéra de débarquer dans l'univers du baroque parce que je chante fort, je chante un peu trop fort, alors qu'en fait, non. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes codes. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est faisable avec du travail, avec de la volonté. Et après, ce que les gens attendent de nous, c'est autre chose. Mais en tout cas, nous, c'est notre travail d'interpréter des choses différentes. Oui, et puis c'est aussi au travail du chef d'orchestre de vous dire si ça va ou pas. C'est ça. Et du directeur de casting aussi, volontairement, s'il vient chercher des gens à l'opéra pour faire du baroque et inversement, c'est aussi pour amener des touches différentes. Alors Chloé Briot, comme j'ai très mauvais esprit, je pensais que Médée, c'est encore une histoire d'enfant. Ça, c'est une histoire épouvantable. On n'en sort pas. Ça, je voulais pas. Mais c'est vrai qu'à l'opéra, que ce soit dans n'importe quelle époque, on traite de l'enfance, de la violence. C'est pas marrant, l'opéra. Et parfois, même dans des Offenbach, on détourne des choses dramatiques de l'histoire pour en faire grincer des dents. Mais enfin, c'est quand même... je pense que c'était des sujets qui travaillaient beaucoup, qui travaillent encore beaucoup. Les poètes, les réalisateurs, les scénaristes, enfin on est tous
traumatisée par d'autres enfances finalement. Mais enfin, sans vouloir gâcher le plaisir des spectateurs, ça se finit quand même bien la péricole après de multiples péripéties. Et on va essayer d'être drôle en tout cas. Et oui, vous parlez de tragique, il y a un épisode dans la prison d'ailleurs, je crois d'ailleurs qu'ils sont inspirés du conte de Monte Cristo pour écrire ça. Enfin, bon, il y a de multiples aventures dans cette péricole avec cette distribution formidable qu'on attend du 13 novembre au 27 novembre prochain. Ces chanteurs, vous serez aux côtés des musiciens du Louvre, du chœur de l'Opéra national de Bordeaux, sous la direction de Marc Minkowski, une mise en scène de Laurent Pelli. Et je rappelle, Chloé Briot, que vous interpréterez 2 rôles, Guadalena et Manuelita. Juste pour en terminer avec ces 2 rôles, au niveau du chant, c'est des rôles qui sont proches c'est assez proche, oui. C'est pas vocalement, en tout cas, c'est pas extrêmement différent, mais on va en jouer pour que ce soit différent. Très bien. On attend ça avec une énorme impatience, Chloé Briot. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invitée. Merci. Pour illustrer cet entretien avec la soprano Chloé Briot, qui interprétera 2 rôles dans la péricole d'Offenbach du 13 au 27 novembre prochain au Théâtre des Champs-Élysées, je vous propose d'écouter des extraits de cette péricole dirigée par Marc Minkowski, qui dirigera les représentations du Théâtre des Champs-Élysées. Je vous souhaite une très belle écoute de cette magnifique musique et une bonne fin de soirée sur RCJ.
deuxième, si la première remet pas là, en manque-t-il de la troisième vous servira, la troisième vous servira. Qui veut du vin, buvez, buvez. Allons, versez, versez. Qui veut du vin, buvez, buvez. Allons, versez, versez. Quand le sang, jeune et noble, on ne sait pas en vérité que votre femme sont capables avec un peu d'activité. Qui veut du vin, buvez, buvez. Allons, allons, versez, versez. Qui veut du vin, buvez, buvez. Allons, allons, versez, versez. Un mot, les trois cousines. Comment? Ingrate, vous ne me reconnaissez pas? El grande señor Don Pedro de Hinojosa, le gouverneur. Lui-même. Mais dites-moi, s'amuse-t-on ici? Fait-on du bruit comme il faut? Mais pas mal, pas mal. C'est aujourd'hui la fête du vice-roi. Il faut que la ville soit gaie. Si la ville n'est pas gaie, on pensera qu'elle est mal gouvernée. Et moi qui la gouverne, je perdrai ma place. Mais la ville est gaie. L'est-elle vraiment? Elle est, on rit, on boit, on chante. Excellence! Vous m'avez reconnu! Comment ne pas reconnaître le seigneur comte Panadellas, premier gentilhomme de la chambre? Je serais un pauvre gouverneur si je ne savais pas mieux ce qui se passe. Oui, vous faites le fier, monsieur le gouverneur. Je parie cependant que vous ne savez pas ce qui s'est passé il y a une demi-heure dans le palais du vice-roi. Pardonnez-moi, Excellence. Il y a une demi-heure, un homme est sorti furtivement du palais par la petite porte des cuisines. Oui, et après? Cet homme n'est autre que Don Andrés de Ribera, vice-roi du Pérou et notre gracieux maître. Il est toujours gaillard, ce cher vice-roi. La petite maison qui est là lui appartient. Avant de sortir, il a pris grand soin d'en mettre la clé dans sa poche. Et je pense que ce soir, après le feu d'artifice, il ne sera pas fâché d'y conduire quelques sémillantes manolas. Et vous pensez que ce soit pour cela seulement? Je crois aussi que le vice-roi, se flattant de ne pas être reconnu, profitera de l'occasion pour adresser aux gens quelques questions, comme ça, sans en avoir l'air, afin de se rendre compte un peu par lui-même de ce que l'on pense de son administration. Et cela ne vous inquiète pas! J'ai pris mes précautions. Et quelles précautions, je vous prie! Cette maison, je vous l'ai dit, lui appartient. C'est ici qu'il viendra d'abord. Il s'arrêtera à ce cabaret, et c'est à ces gens que vous voyez là qu'il demandera des renseignements. Ils sont prévenus. Ils savent ce qu'ils ont à dire. Et si son Altesse les interroge, ils lui répondront de la bonne manière. Admirable! Admirable! Oh, écoute un peu maintenant, Hinojosa. Écoute que je te fasse part d'une idée qui vient de me venir. Nous bougeons pas tout le monde, nous croyons, mais ça très bien, mais il faut bien, ça change rien, rien, non, rien, non, ça change rien. Nous le reconnaissons très bien, mais il faut qu'il ne sache rien, absolument rien. Sans bien souffler à personne par une porte du jardin. Laissant la passette et couronne, je me suis sauvé ce matin.
maintenant je vais par la ville, le nez caché dans mon manteau. Je viens, je me faufile, je viens, je me faufile, je viens, je me faufile. Incognito, 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 à que mon âme s'enirait. C'est pour faire distraire la belle incognito, à que mon âme s'enirait. C'est pour faire distraire la belle incognito. Me le dire à moi-même aussitôt que je suis lâché. Ce que j'aime là, ce que j'aime, mon Dieu, ce n'est pas un péché. C'est de prendre la taille aux dames et fragant comme un diable autour. C'est d'aller chez les petites femmes, chez les petites femmes, chez les petites femmes. Incognito, 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 à que mon âme s'enirait. Si pour se distraire la belle incognito, à que mon âme s'enirait. Si pour se distraire la belle incognito. Dites-moi, c'est vous qui tenez ce cabaret? Oui, c'est moi qui le tiens. Oh. Avec mes deux cousines. Oh, très bien. Et la consommation? Demandez plutôt cela à ma cousine Mastria. J'en peux plus. Oh, tiens, c'est la troisième cousine. Madeleine n'a pas osé revenir parce que... Bon, cette famille. Parce qu'elle a eu peur d'éclater au nez de... Au nez de... Au nez de monsieur. Il n'y a pas moyen de causer sérieusement avec ces péronnelles. Oh, mon Dieu, qu'on a de peine à savoir la vérité. Après cela, si elles sont gaies, si tout le monde est gai, c'est que ça va bien. Dis-moi, Piquillot. Quoi? Décidément, bien décidément, tu tiens à faire la quête toi-même, hein? Ben oui, j'y tiens. Et si j'y tiens, c'est que j'ai mes raisons pour y tenir, hein, parce que j'ai très bien remarqué que quand tu passes entre les tables, hein... C'est bon, alors. Eh ouais, je l'ai très bien remarqué et ça me va pas du tout. C'est bon, je te dis. Ah, mais je sais ce qui nous attend, hein? Allez hop, tu y es? Ouais, j'y suis, ouais. Alors, l'Espagnol et la jeune Indienne ont 2 couplets. Le conquérant dit à la jeune Indienne: tu vois, Fatma, que je suis ton vainqueur, mais ma vertu doit respecter la tienne, et ce respect arrête mon ardeur. Va dire, enfant, à ta tribu sauvage, que l'étranger qui foule ici son sol a pour devise abstinence et courage. On s'est aimé, on s'est aimé, on s'est aimé quand on était espagnol. On s'est aimé, on s'est aimé quand on
la jeune indienne mue, vers son vainqueur soulève ses beaux yeux. Elle aime chanter à sa vue, car il lui plaît ce soldat généreux. Un an plus tard, quand je de leur tendresse, un jeune enfant dort sous un parasol, et ses parents chantaient avec ivresse. Il grandira, il grandira, il grandira, car il est espagnol. Il grandira, il grandira, il grandira, car il est espagnol. Allez, allez, mesdames et messieurs, pour les chanteurs. Allez. Enfin, pour la jolie chanteuse, alors. Voilà. Pané. Qu'est-ce que je t'avais dit? Allez, à mon tour maintenant, je t'en prie, hein. Maestro. Vous a-t-on dit souvent, écoutez-moi la fille, vous a-t-on dit souvent que vous étiez gentille? Me l'a dit vraiment, il ne faut plus aucune. Me l'a dit vraiment, il n'est pas à la brune. Si l'on vous le disait, on promet en merveille. Si l'on vous le disait, fermeriez-vous l'oreille? Monsieur, ça dépendrait, on dit tout quand on pose. Monsieur, ça dépendrait d'une certaine chose. Une chose, Une chose, une chose. une chose. Oh, en avant vite, vite, ma mule va grand train. Et l'ennui pas si vite, n'allons pas si grand train. Sur cette terre-là petite, on doit faire du chemin. Sur cette terre-là petite, il fallait trop de chemin. Hop là, hop là, hop là, hop là, là. Sur cette terre-là petite, tu feras trop de chemin. Hop là, hop là, hop là, hop là, là. Sur cette terre-là petite, tu feras trop de chemin. Si l'on te promettait, que comme je m'engage, si l'on te promettait le joli mariage. Oui, ce mot suffirait, si l'on était sincère. Oui, ce mot suffirait, cela pourrait se faire. Alors embrassons-nous, oh ma belle Andalouse. Alors embrassons-nous, tes dommages t'épouse. Tu douilles le tout doux, monsieur, pas de bêtises. Tu douilles le tout doux, car j'ai vu déjà prise. Déjà prise, Déjà prise, déjà prise. déjà prise. Oh, en avant vite, vite, ma mule va grand train. Et n'allons pas si vite, n'allons pas si grand train. Sur cette terre-là petite, tu dois faire du chemin. Sur cette terre-là petite, tu ferais trop de chemin. Hop là, hop là, hop là, hop là, là. Sur cette terre-là petite, tu feras trop de chemin. Hop là, hop là, hop là, là. Sur cette terre-là petite, tu feras trop de chemin. Alors, messieurs, un peu de courage à la poche. Oh, mais bon, messieurs. Eh ben, nous voilà bien, là. Oh, nous quitter pour aller courir après des chiens savants, pour aller écouter une musique de saltimbanque. Alors que nous, hein, qui représentons l'art, Ouais, et l'art sérieux. eh ben, on nous laisse là seuls, tous les trois. Comment ça, tous les trois? Eh ben oui, toi, moi et l'art.
Pauvre arbre. Enfin, entre nous, c'est bien lui le moins à plaindre. Parce que l'art, lui, il est immortel. Alors étant immortel, eh ben, il a ni besoin de déjeuner, ni besoin de souper. Alors que nous, eh ben, qui en avons besoin, on n'a pas déjeuné. Ouais, puis quand t'as soupé, nous en passerons. Ça, c'est probable, oui. Faut aller. En avant la péricole. En avant. Mais où? Eh ben, nous sommes chanteurs, alors allons chanter ailleurs. Puisqu'ici, on ne nous a rien donné. Ah non, 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 va chanter si tu veux. Hein. Moi, j'ai plus la force de bouger. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire, alors? Ben, voici le soir qui vient, je vais m'allonger là, tiens. Puis tâcher de dormir un peu, hein, parce que qui dort dîne, hein? Ouais, c'est ce qu'on dit, du moins. Oh, ma péricole adorée. Oh, mon piquillot. Non, mais si on était mariés, au moins. Non, parce que ça coûte 4 piastres, hein, de se marier. 4 piastres. L'administration n'a pas honte d'exiger, un chien de pays, va. Bon, allez. Je vais chanter ailleurs et tâcher de récolter quelques maravélis. Ouais, c'est ça, va chanter, hein. Moi, je vais dormir. Ouais. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Oh, la vérité! Qui est-ce qui me la dira, la vérité? Une fichue journée. Cantange, Mon chien de pays. je ne me trompe pas. Serait-ce elle, enfin? Oh, c'est une femme. Oh, elle est jeune. Oh, elle est belle. Oh, elle paraît être dans une position de fortune voisine de l'indigence. Oh, et ben on a beau dire dormir et dîner, bah c'est pas la même chose, hein. Et moi j'aimerais mieux dîner. Oh, 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 qu'est-ce qui m'arrive donc à moi? Oh, oh. Eh bien. Ah, ce n'est rien. C'est ce que les poètes appellent le coup de foudre. Ah, me voilà amoureux. Mais vous ne vous êtes pas fait mal. Non, je vous remercie. Ah, je suis pris. C'est une passion. Votre nom? La péricole. Ah. Tout à l'heure, je vous écoutais. J'ai cru d'abord que vous étiez la vérité. La vérité. Oui. C'était une erreur, sans doute. Ce pauvre gouvernement, vous tapiez dessus. Comment? Oui. Vous n'étiez pas gentille. Oh, vous savez, je suis ennuyée, alors je trouve que tout va mal. Mais si je t'ai pas ennuyée, bah, je trouverais que tout va bien. Vraiment? Vous n'avez pas d'autres griefs? Oh, mais non. Oh, mais alors? Mais quoi donc? Continuez, donnez-moi des détails. Parlez-moi de vous. Votre famille. Oh, obscur. Oh, c'est bien noir. Votre état. Je suis chanteuse. Et musicienne? Ah oui, je suis aussi. Mariée? Non, pas d'amoureux. Oh, réjouissez-vous alors. Tous vos mots vont finir. Je vous emmène. Mais où cela? À la cour, dans le palais du vice-roi. Ah, qu'est-ce que j'aurais à faire? Vous serez demoiselle. De compagnie! Oh non, d'honneur! Demoiselle d'honneur de la vice-reine. Comment de la vice-reine? Oui, je comprends votre étonnement. Le vice-roi a eu en effet la douleur de la perdre. Mais il a tenu à garder quelque chose qui lui rappela le souvenir de celle qu'il avait tant aimée. Et alors, il a gardé, j'ai gardé, le service des demoiselles d'honneur. Ah, vous avez dit j'ai gardé, vous seriez donc... Oh, c'est vrai. Oh, je me suis trahi. Je me suis trahi, mais je ne le regrette pas. Pourvu que toi, tu me promettes de ne jamais me trahir. Pas si vite! Vous doutez? Ah oui, un brin, oui. Vous voudriez des preuves? Ouais, ça pourrait pas faire de Eh mal. bien, regardez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Vous ne savez pas? Ah bah j'ai bien comme une idée vague, oui, mais... C'est une piastre. Ah, une piastre! Voilà donc ce que c'est qu'une piastre. Et là, vous voyez ce profil? Hein? Eh bien? Eh bien, vous ne reconnaissez pas? Ouais, ma foi. Et pourquoi ne douterais-je pas, hein?
Un homme peut très bien avoir des piastres dans sa poche, un homme peut très bien ressembler au vice-roi, sans pour cela être... Eh bien, une preuve encore. Viens, et crie avec moi. Que je crie? Oui. Crie avec moi à bas le vice-roi. Bon, bah je veux bien. À bas le vice-roi. 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 Oh, quel est l'insolent qui se permet? C'est moi. Oh, Altesse! Il n'y a que vous à qui l'idée pu venir de faire une pareille farce, Altesse! Altesse! Eh bien, êtes-vous convaincu, mon enfant? Ouais, maintenant, ouais. Et vous me suivrez? Mais que voulez-vous, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Oui, mais tout d'abord, vous avez des tablettes sur vous? Oui. Les voici. Donnez-les-moi. Une lettre à écrire avant de vous suivre, hein? Une lettre à écrire à quelqu'un. Ah, qui donc? À une vieille parente. Oh, tu m'as fait peur! Tu ne seras jamais comme tu m'as fait peur! Ah, mais dites donc, Altesse, ah, mais dites donc! Eh bien, messieurs, Nous proposons donc de l'emmener dans notre petite maison. mieux que cela, messieurs, je l'emmène au palais! Ah, en titre alors? En titre alors? Oui, elle occupera le petit appartement du 3e. J'y avais pris l'habitude d'y fourrer un tas de choses. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, non? Il s'agit du règlement. Le règlement. Mais oui, votre Altesse est en veuf. Non, veuve. Non, j'aime mieux veuf. Non, une Altesse, il faut dire veuve. Mais puisqu'il est lui du genre masculin. Et qu'est-ce que ça peut faire? Eh ben, je croyais que ça faisait quelque chose. Allez donc apprendre l'espagnol! Bon, votre Altesse est en veuve. Ah oui, je suis veuve, une veuve joyeuse. Bon, votre Altesse est en veuve, et se trouvant en un âge où il est plus aisé de faire une sottise que de frapper le taureau entre les deux épaules, il a été décidé par le règlement que votre Altesse ne pourrait sous-louer le petit appartement du 3e qu'à une femme mariée. Est-elle mariée? Non, elle ne l'est pas. Eh bien alors. Eps, là-bas. Ah, vous appelez. Oh, mon amour. Eh bien, cette lettre. Ouais, je l'écris, j'aurai bientôt fini, mais je serais pas fâchée de faire envoyer en même temps. Vous auriez pas par hasard sur vous un sac? Un sac. Vous savez, un petit sac, enfin une poche, quoi, pleine de tous ces jolis petits portraits que vous me montriez tout à l'heure. Si fait, là, dans cette maison qui est à moi, et dans laquelle j'espère que vous me ferez le plaisir de dîner avec moi tout à l'heure. Oh, dîner! Vous voulez bien? Oh oui, je veux bien. En effet, messieurs, elle n'est pas mariée, et le règlement exige qu'elle le soit. Aussi, je vous charge, monsieur le premier gentilhomme de ma chambre, de trouver au plus vite quelques pauvres diables qui consentent à l'épouser. Et vous, monsieur le gouverneur de la ville, de trouver un notaire qui consent à bâcler immédiatement ce mariage. Si dans 2 heures, vous m'entendez, si dans 2 heures tout ça n'est pas réglé, j'accepterai la démission de tous vos emplois, charges et dignités, sans oublier les appointements. Immédiatement! Que faire, Miguel? Obéir, Pedro. Et après, nous verrons. Ou alors, j'entre là, il y a ici un notaire, je vais tâcher de le décider. Eh bien, moi, je vais tâcher de lui trouver un mari. Oh, Piquillot, mon pauvre Piquillot. Que vas-tu dire quand tu trouveras cette lettre?